Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On analyse, on résume, on décortique Monday Night Raw. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche cette semaine, l'ami Giscal. Comment ça va Giscal? Ah, salut Rickside, salut tout le monde. Bah écoute, ça va pas mal et toi? Ah bah moi c'est la pêche, hein. Noël La arrive, pêche. les marrons chauds sont là, les compotes au marron sont là, tout va bien. Oui. Alors, gros week-end qui vient de se passer puisque le dernier pay-per-view de l'année de la WWE a eu lieu, TLC, Tables, Ladders and Chairs. Yes. Les retombées sont là, l'analyse est faite, l'analyse est en ligne, hein. Vous pouvez la Et retrouver oui. sur toutes les plateformes où on est disponible, hein, c'est-à-dire YouTube, iTunes, PodCloud, Spotify. Je vous rappelle aussi qu'on est sur Twitter, on est sur Facebook, @CatchUpCDC sur Twitter. On doit même avoir un Instagram qui traîne quelque part. Donc voilà, hein, si vous n'avez pas encore écouté notre analyse de TLC, jetez-vous dessus, c'est dispo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratos. Puis vous souscrivez à la petite cloche si vous êtes sur YouTube, comme ça vous êtes alerté dès qu'on met quelque chose en ligne. Voilà. Ne vous louperez aucun épisode. Aucun épisode. Et donc bon, le truc important de TLC, c'est la défaite de Baron Corbin face à Braun Strowman. Ah oui. Grâce à une entourloupe de Braun Strowman qu'on vous raconte dans l'analyse de TLC sur Catch-Up. Il a été annoncé tout de suite après le pay-per-view, ou peut-être même avant, je ne sais pas, l'arrivée de ce soir de Vince McMahon au Monday Night Raw 2 ce soir, qui va changer les choses, hein, parce qu'on sait que les ratings de Raw se sont effondrés là sur les semaines précédentes. Oui, paraît-il, oui. Paraît-il, hein, le public n'est pas content, donc le chairman prend les choses en main. It's post time. On est à Sacramento, c'est le 17 décembre et le show démarre avec l'arrivée de Vince McMahon. Sa célèbre musique qui retentit, il nous explique que ça fait 25 ans, hein, que Raw est à l'antenne. Et pourquoi Raw a survécu 25 ans? Parce qu'ils savent évoluer avec le temps. Tout ça sous l'égide d'un seul homme, hein, d'un seul génie. Mais désormais, il ne peut pas tout faire lui-même, hein, le pape du catch, Vince McMahon. Donc dans la foulée, ceci étant expliqué, il nous envoie les invités de ce soir qui l'accompagnent. Stephanie McMahon d'abord qui arrive, Triple H ensuite et Shane O'Mac. Donc Stephanie c'est la general manager d'Euro je crois à la base. C'est ça. Non, la commissioner. Ah, et commissioner, ouais. Triple H il est Oh bah, il gestion est des talents, le COO, CEO, patron d'NXT. voilà. D'ailleurs, une belle pop, hein, Triple H comme d'hab. Ouais, ouais, grosse pop pour Triple H. Bah, grosse pop pour Shane O'Mac aussi, hein, le patron Ah oui. de SmackDown. Alors tout le monde s'excuse, hein, de la médiocrité des shows, hein, il nous explique que voilà, ils ont peut-être pas assez écouté le public. Donc ce soir ils reprennent en main Monday Night Raw, mais ils reprennent aussi en main SmackDown, hein. Donc c'est le début d'une nouvelle ère, hein, tout simplement. Que ce soit pour Raw ou pour SmackDown, hein. Tant pis si SmackDown c'était bien, c'est la même Oui, division. ça j'étais un peu emmerdé, ouais, quand j'ai entendu ça. Mais oui, mais bon, rassure-toi, hein, ils vont nous donner ce qu'on veut. Oui. Des nouvelles superstars, des nouveaux types de matchs, des nouveaux types d'affrontements, de la nouveauté, de la nouveauté. Et désormais, c'est le public qui décide, ce sera nous les patrons. Donc là-dessus, il y a quand même quelqu'un qui est pas content, hein, parce que la foule explose de joie, hein, maintenant que c'est eux les patrons. Voilà, on va avoir du bon spectacle. C'est Baron Corbin donc qui débarque, hein, le gros mécontent, hein, puisqu'il était à deux doigts de devenir general manager à vie de Monday Night Raw, mais comme il a perdu son match contre Strowman, et ben ce sera pas le cas. Grosse bronca, hein, contre Baron Corbin. Oh oui. Ouais, alors qu'il nous explique quand même qu'il y a pas plus enthousiaste que lui pour un nouveau départ, hein, mais il demande un peu de justice par rapport à son traitement. Il veut ne serait-ce qu'une simple discussion, hein, pour qu'on puisse un peu faire le point sur sa situation. Alors il a beaucoup de mal à parler, hein, il y a une bronca constante, il se fait huer dans tous les sens. Il y a un peu un jeu de la bronca, hein, qui s'installe avec Triple H, Stephanie, Shane aussi, qui encourage la foule un peu à huer Baron Corbin dans toutes les manières possibles. On a des chants You Suck qui commencent à se faire entendre. Alors Baron Corbin prend le public à témoin.
Il explique que normalement Braun Strowman n'aurait pas dû être là à TLC, donc il n'était pas prêt. Tout ça n'est pas juste. Mais il espère bien donc que les patrons vont le soutenir et le rétablir dans ses fonctions. Alors ça, évidemment, no chance in hell. Je crois que c'est Stéphanie qui lance ça. Ouais, c'est Stéphanie. Ouais, alors il y a peut-être une chance quand même. Hein, il y a un petit conciliabule quand même des 4 fantastiques là. La famille McMahon au complet. Si ce soir il gagne son match contre Kurt Angle, eh ben, il sera restitué dans ses fonctions. On a très vite Heath Slater qui débarque, qui sera l'arbitre de ce soir. Hein, on se souvient qu'à TLC s'est retourné contre Baron Corbin, Heath Slater qui est désormais arbitre. Donc il y a le match qui démarre hein, entre Kurt Angle et Baron Corbin. Après la pub, alors que Baron Corbin est en train de dominer un petit peu, il y a Triple H qui débarque et il décide de transformer l'affrontement en handicap match. Et là-dessus, donc il y a une de Bobby Roode et Chad Gable, les champions tag team, ainsi qu'Apollo fucking Crews qui débarque. Et donc on est parti désormais pour un match handicap. Alors c'est bien mal barré pour le Baron. Surtout qu'ensuite il y a Shane O'Mac qui débarque aussi et qui transforme le match en no DQ, hein, pas Ouais. de disqualification possible, tous les coups sont permis. Alors là-dessus, il y a Heath Slater qui se lâche, hein, qui commence à taper directement sur le Baron. Ouais. On va chercher les chaises, on démonte le Baron vraiment méchamment. Le public demande des tables, hein, ils veulent des tables. Alors il y aura d'abord un Olympic Slam. Alors il se prend, oui, enfin les finishers de tout le monde, hein, le Baron. Olympic Slam, compte 2-3, ça y est, il a perdu. Et après le match, comme désormais on écoute le peuple, eh ben, on va chercher la table et on fait passer le Baron à travers la table après un énorme Olympic Slam, encore une fois de Kurt Angle. Voilà, le peuple a parlé, la nouvelle ère commence, c'est le check-up total. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener de show qui est radicalement révolutionnaire? Oui, c'est ça, c'est radicalement révolutionnaire comme tu dis. Ouais, bah, écoute, bon, j'ai trouvé ça sympa. Dans l'ensemble, je trouvais ça sympa, même si, voilà, ta petite pointe d'ironie à la fin résume bien la situation quand même. C'est on nous promet une révolution, pouvoir au peuple, et puis bah, finalement, on nous sert, somme toute, une rediffusion de TLC, hein, un petit peu, hein, avec cet opener. Bon alors, voilà, en ouverture, voir toute la famille McMahon réunie, c'est toujours un visuel assez sympa, belle énergie de la foule, voilà, tout le monde sort un petit peu ses petits trucs et semble annoncer, bon, un renouveau, pouvoir au peuple, ce sera vous maintenant les bookers ou un petit peu le GM de Raw. C'est ça, en substance, c'est un peu ce qu'il nous dit, c'est on va tous un peu être les bookers du show. Ouais. Bon, je sais pas trop comment ça va se retranscrire, je suis un petit peu sceptique de cet effet d'annonce là, mais bon, ok, bénéfice du doute, on va dire. Et puis bah, après ce match plaisant, mais bon voilà, c'est une rediff. Alors je suis pas fan de ce concept de finalement bah, resservir ce que tu as fait en pay-per-view le lendemain. Ça enlève un petit peu du concept de pay-per-view, quoi. C'est-à-dire que si tu voulais voir Baron Corbin se faire défoncer la tronche, bah, il fallait payer ce week-end. Donc bon, ça a fonctionné, hein, le public était à fond. D'ailleurs, c'est plutôt positif par rapport aux semaines d'histoire qu'il y a eu et au personnage de Baron Corbin. C'est-à-dire que le public était à fond vraiment pour le voir se faire dérouiller la tronche. Mais sur le principe, c'est pas quelque chose auquel j'adhère des masses, ce concept. Donc oui, j'ai bien aimé. Globalement, j'ai bien aimé cette intro, mais sur le principe, je suis pas super fan. Et puis bah voilà, après il y a cette annonce. Cette annonce qui pour l'instant me laisse perplexe, mais on va voir ce qui s'est déroulé dans le reste du show. Est-ce que c'est vraiment la révolution? Mais à ce stade-là de l'émission, j'étais pas très convaincu, on va dire, hein. Ouais, voilà, hein, il y a un peu de la poudre aux yeux qui nous est jetée comme ça, Ouais. avec ce remake effectivement de ce qui a été à TLC, mais bon, il fallait un petit peu exorciser le mal de ces dernières Là, semaines. il a été exécuté là. Voilà, Ouais. personnifié par le Baron. Tu as des inquiétudes sur la suite de la carrière du Baron? Non, pas spécialement. Même d'ailleurs, je pense que c'est même plutôt très positif ce qui s'est passé pour lui parce que la réaction de la foule valide en quelque sorte finalement son travail, je trouve, des dernières semaines. Et puis mine de rien, écoute, il a tenu son rang au micro, je trouve, de manière générale. D'ailleurs, il a eu une promo avec les 4 McMahon face à lui, ce qui est pas n'importe quoi là en ouverture de show et tout.
Donc non, non, je suis pas inquiet. Je pense que voilà. Et là, évidemment, il en a pris plein la tronche et je pense que pendant un petit moment, ça va être un peu le loser de service. Mais je pense que c'est plutôt positif tout cet angle de GM elect qu'il a pu avoir. Ouais, 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 ouais. Bah, au final, hein, il a fait le taf, puisqu'on a Ah, une c'est ça. énorme bronca hein, cette Ouais, semaine. le payoff était là, quoi. Donc voilà, effectivement, je pense comme toi, hein, c'est-à-dire il va sûrement s'en bouffer encore quelques semaines, mais bon, il y aura de l'avenir pour lui dans le roster. Des nouvelles de John Cena, hein, qui a gagné Oui. l'Awards de Mohamed Ali, hein, parce qu'il est à la fois talentueux et gentil et généreux Et beau, et et beau droit, et et costaud. vertueux, Mm. ouais, et costaud, oui, très Voilà, costaud. il a bien mérité. Et chevelu aussi, Et très chevelu. chevelu, hein, nouvelle coiffure. Je me demande s'il a fait des implants. Je suis sûr parce que c'est pas Non, possible. Tu crois pas? Oh, non, je je pense suis pas, sûr. je pense pas. Tout est naturel chez John. Je vois pas pourquoi il s'y mettrait aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je suppose qu'il finira bien par revenir un jour. Mais on est content pour lui en tout cas. Oui. La suite des opérations, c'est les répercussions de TLC encore une fois. Finn Balor affronte Dolph Ziggler. Dolph Ziggler Oui. qui est venu intervenir dans le match à TLC, qui a permis la victoire de Balor. Mais alors après, ils sont frités la gueule dans les coulisses parce que Dolph Ziggler, bah, c'est pas un gentil, c'est pas un méchant. Et quand on lui parle mal, il met des patates. Et Balor, il aime pas trop qu'on interfère dans ses matchs. Hein. Donc là-dessus, ça se fout sur la gueule assez joyeusement. C'était assez stiff hein, avec des gros dropkicks de Baylor. Et il y a Drew McIntyre qui débarque. Alors il est accueilli d'abord par Ziggler qui le cueille avec un coup de genou. Puis il y a Baylor qui passe par-dessus la troisième corde là, pour s'écraser sur McIntyre qui est un petit peu mis hors jeu. Ziggler, lui, il en profite. Il place le Ziggler Dropper pardon, pour le compte de 2 sur Baylor. Et ensuite, il y a Drew qui revient quand même dans l'action et qui entraîne du coup une disqualification. C'est la fin du match. Drew McIntyre va faire le ménage. Claymore kick pour tout le monde. Un McIntyre triomphant face à Ziggler et Baylor qui n'ont pas pu régler leur histoire. Mais un bien joli petit match, moi j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence là qui fait directement suite à TLC au final hein. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'était très, très efficace. Dans le prolongement de TLC, avec le petit début d'histoire qui s'était développé entre Finn Balor et Dolph Ziggler à TLC. Donc, bah, ils ont réglé leur compte lors de ce Raw, interrompu logiquement par un Drew McIntyre qui voulait prendre sa revanche. Donc, voilà, ça se suivait très facilement. En plus, c'était servi avec un match je sais pas s'il était inédit, mais en tout cas, ça faisait plaisir de voir Finn Balor contre Dolph Ziggler. Je pense pas qu'on l'ait eu récemment, là, je sais pas. Donc non, non, très cool. Et puis, écoute, si ça peut nous amener à une feud entre les trois hommes, un triple threat ou quelque chose comme ça, moi je suis preneur. Je trouvais que c'était très sympa. Ouais, un triple threat entre les trois, ça peut Non, être entre les trois, ouais. plutôt divertissant. Voilà, bon, en tout cas, c'était propre, c'était net. Hein, c'est la suite des aventures. J'espère vraiment qu'on va enfin avoir le gros push de Finn Balor qui est quand même toujours aussi populaire. Ouais, mais c'est vrai que Euh, cette victoire à TLC, assez inattendue. Alors ouais, pas pour tout le monde, mais ah oui, euh, certains l'avaient vu venir. Non, certains. je sens bien 2019 pour Finn Balor, moi. Il a assez Mais arrivé. c'est vrai que cette victoire est d'une certaine manière. Alors, à la WWE, les victoires, les défaites ne sont pas toujours lourdes de sens. Mais celle-ci, pour le coup, retient pas mal mon attention parce que c'est vrai que Drew McIntyre était un tel prospect, enfin, en tout cas présenté tel quel à l'écran de manière tellement invincible que le voir perdre, certes sur intervention, mais le voir perdre comme ça en pay-per-view contre un Finn Balor qui n'allait pas vraiment quelque part, ça a quand même du sens. Donc ça prouve que peut-être Finn Balor n'est peut-être pas si loin que ça dans l'esprit des bookers et ça fait plaisir. Ouais. Donc c'est assez positif, même si, bon, on pourra peut-être reprocher quand même que Drew McIntyre perde des matchs comme ça s'il est sur la voie rapide vers le top. Mais bon, Ouais. écoute, si c'est pour Finn Balor, c'est bien. Je suis pas sûr que la voix soit aussi rapide pour Drew McIntyre. Hein. Je pense ils vont le travailler encore un petit moment avant de vraiment le lancer sur le haut de l'affiche. Bah, en tout cas, ça semble être, oui, en Ouais. effet, annonciateur de ça. Ouais. On nous avait annoncé un push expéditif. Je pense que ça prendra un petit peu plus de temps. Et donc, effectivement, une bonne place à prendre pour Finn Balor. Surtout qu'il y a un top babyface qui est en péril.
C'est Seth Rollins, mais ce soir c'est Dean Ambrose qui vient se pavaner puisque Rollins a perdu son titre de champion intercontinental Et oui. à TLC dans un match qui a été très très critiqué par les fans, hein, sur les Oui. réseaux sociaux. Apparemment, Moi aussi. Ouais. toi aussi, ouais, effectivement, je t'ai entendu. Il n'y a que Bad Karma, je crois, qui a bien aimé le match. Moi aussi, j'ai trouvé ça complètement à côté de la plaque, hein. Ouais. Clairement, c'était pas bon. C'est pas que c'était pas bon dans l'exécution, mais c'est le booking qui était complètement, Oui, c'est ça. complètement hors On sujet. raconte pas la bonne histoire. Voilà, on va pas raconter la bonne histoire avec un Seth Rollins qui était bien trop dominant, moi j'ai trouvé dans le match, Hmm. et Dean Ambrose qui a pas fait le job, et ça s'est entendu. Le public a donné de la voix pour dire que tout ça était bien ennuyeux, hein, Oui. qu'on se faisait chier à ce TLC pendant ce match-là, hein. On attendait les filles qui ont fait un main event assez exceptionnel. Mais donc ce soir, c'est Dean Ambrose, hein, qui a gagné le match, qui est là. Il est le nouveau champion. Il débarque avec ses hommes de main, toujours avec les masques à gaz. Il réclame le respect. Il explique qu'il a tenu toutes ses promesses, hein. Il a dit qu'il allait faire craquer Seth Rollins. Il a expliqué qu'il allait prendre le titre intercontinental. Il explique que Rollins a abandonné le peuple, hein, tout simplement. Voilà. Mais bon, au final, Dean Ambrose, il nous explique aussi qu'il n'a pas vraiment besoin du respect, puisqu'il a le titre intercontinental. Ouais, il a la ceinture avec lui. Il en rajoute une couche sur Seth Rollins, hein. Il dit oui, il y a pas si longtemps, Rollins il avait 2 titres, maintenant il n'a plus rien. Et je vais continuer à tout lui prendre, je vais le renvoyer au caniveau. Mais il lui laisse quand même une chance. Il lui dit écoute, ce soir, si tu viens admettre tes torts, si tu viens admettre ta défaite, on en restera là. Mais personne ne vient. Alors il dit si c'est comme ça, je fais un open challenge. Mais personne ne vient non plus. Alors il décide de faire un open challenge pour tous ceux qui s'appellent pas Seth Rollins. Et donc là, il y a un certain Tyler Breeze qui débarque. Quelqu'un qu'on surnomme Prince Pretty. Il était partenaire de Fandango pendant longtemps. Il paraît qu'il a fait un gros match à NXT contre Ricochet pour le titre nord-américain la semaine dernière. C'est Ouais, en effet. un personnage excentrique, mais un sacré athlète, nous dit-on. Donc s'ensuit un match qui est essentiellement un headlock de 5 minutes avant un retour de Tyler Breeze. Beauty shot, crossbody de la 3ème corde, super kick, tout ça pour le compte de 2. Dirty Deeds out of nowhere et victoire de Dean Ambrose. Là-dessus, la musique de Rollins retentit, hein, parce que Dean Ambrose avait repris le micro un peu pour dire regardez comme je suis costaud. Mais il n'y a personne qui vient, et en fait il y a des hommes de main de Seth Rollins de Dean Ambrose qui se glisse derrière Ambrose justement et lui place un super kick. Il se démasque, c'était en fait Seth Rollins. Un plan machiavélique de l'architecte. Il va tabasser le reste des hommes de main de Dean Ambrose et faire fuir le champion intercontinental. Un peu plus tard dans l'émission, il y a une interview de Seth Rollins aussi, qui est interviewé par Charlie Caruso. Il explique que justement son match à TLC était un naufrage, et que pire que la perte de son titre intercontinental, il a entendu la foule hier soir. Alors il dit pas clairement, hein, qu'on a dit que c'était boring, que c'était ennuyeux, mais il explique qu'il a entendu ce qui s'est dit. Et puis ça c'est difficile parce que c'est toute sa vie le catch, mais voilà, rassurez-vous, il va se ressaisir. Il va commencer par anéantir Ambrose, et là-dessus il y a le baron qui débarque. Il accuse Rollins d'avoir causé sa perte. Il lui disait que tout allait bien avant que Rollins commence à le critiquer ouvertement dans le show, qu'il lui prendrait bien son titre intercontinental, mais comme Dean Ambrose lui a déjà pris, il n'y a plus grand chose à faire. Alors là, Rollins lui dit mais écoute mon gars, mais en fait il parle pas, il lui met une droite dans la gueule. Le baron est encore une fois à terre, et Seth Rollins s'en va Pauvre comme baron. un prince. Pauvre baron. Et un Seth Rollins qui met les coucougnettes sur la table, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, ce Taylor Breeze là qui sort de nulle part, Tyler Breeze, ouais, sorti nulle part. Écoute, je serais peut-être pas aussi sévère que de résumer le match à un headlock de 5 minutes. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je trouve que Tyler Breeze a bien servi la réplique à Dean Ambrose.
C'était un match court et plutôt fun. Après, c'est sûr que oui, on n'a jamais cru à la victoire de Tyler Breeze, donc c'est un peu le défaut du match, mais bon. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé la promo de Dean Ambrose vraiment, vraiment pas mal. Il continue à lui à développer son personnage. Il continue à faire. C'est le seul, moi je trouve, sur les deux, qui fait vraiment du travail dans cette rivalité en fait. Donc, il continue, voilà, il développe son personnage avec encore une autre promo qui est assez convaincante face caméra avec le public. Je regrette un petit peu qu'il n'ait pas gardé moi son petit masque à gaz. Maintenant, il n'y a que son équipe qui l'a, mais je trouve que c'était sympa quand il l'avait. Mais bon, écoute, ok. Donc voilà, écoute, il continue sa croisade pour prendre, pour défaire Seth Rollins, le priver de tout ce de tout ce qu'il avait, de le rendre plus misérable que tout pour le punir de ses péchés. J'aime assez bien voilà cette croisade parce que lui semble un petit peu focus sur Seth Rollins, alors que l'inverse n'a pas l'air d'être forcément évident, parce que Seth Rollins, on l'a dit, déjà avant le match à TLC, il y avait des promos qui étaient lunaires, hein, de Seth Rollins, qui disait écoute, Dean Ambrose, c'est pas mon problème, ou des conneries impensables, des trucs comme ça. Et puis alors là, maintenant, il semble être obnubilé par autre chose. C'est ce que pense le public et la perception du produit. Je sais pas, c'est parce que déjà la semaine dernière, on a eu une promo très étrange quand même de Seth Rollins qui s'était fait un petit peu la voix de l'IWC là, en disant que les ratings sont low, l'émission est pourrie, les revivals méritent la ceinture, c'est n'importe quoi, machin et tout. Là, cette semaine, il fait quelque chose encore une fois qui est assez étrange quand même. Il reconnaît les réactions du public par rapport à son match qui a été trouvé, qui a été boring, et donc du coup, il en prend acte, il en tirera les conséquences. On a l'impression d'entendre parler un politique limite. Ouais, carrément. Très étrange ce positionnement, et quand je dis étrange, c'est pas forcément dans le bon sens du terme. Positionnement de Seth Rollins qui, je sais pas là, qui se perd un peu dans cette affaire, et qui, on a l'impression qu'il est hors storyline et qui c'est un peu un outil de communication là, Carrément. depuis 2 semaines, et en fait je comprends pas trop ce qu'ils essayent d'obtenir avec ça. Donc je suis pas fan du tout de ce qui nous fait le bon Seth Rollins, et ça m'emmerde un peu parce que il y avait une histoire qui était toute faite quoi. Ils sont en train de tout déconstruire là, donc je suis pas très content. Ouais. Ils ont fait une grosse erreur de booking sur TLC. Ouais. C'est pas la première fois que Seth Rollins il se retrouve dans une position comme ça, hein. Il y a eu l'Iron Man match contre Dolph Ziggler où ça s'était très mal passé aussi avec le public. Oui, c'est Souvenez-vous, vrai, t'as raison. il y a plus Mm. longtemps, quand il y avait eu le premier match pour le titre universel contre Balor, où la foule avait hué la ceinture pendant tout le match, il s'était désintéressé du match, il s'était fendu d'un tweet assez sévère envers le public à l'époque. Donc un peu parfois mal aimé du public. Bizarrement, autant il peut être populaire, autant il y a des fois où ça peut se retourner un petit peu salement contre lui. Et Oui, parce que c'est fou parce qu'il est quand même, pourtant, enfin, si on fait machine arrière, il y a même encore peut-être 2 semaines ou 3 semaines, hmm, il est ultra over quoi. Enfin, Monday Night Rollins, ouais, c'est ça sort pas de nulle part, ça, hein. Hmm. non, ça sort pas de nulle part. Ouais. Mais il y a ce côté-là aussi. Parce qu'il faut dire aussi que son personnage, il a été très mal construit. Son personnage de babyface, hein. Autant quand il était heel, l'architecte, le mec qui a trahi le Shield, c'était quelque chose. Autant son passage du bon côté de la force, quand il s'est retourné contre l'autorité, ça a pris des plombes, et il a passé des semaines à chouiner auprès de Triple H pour rester son favori. Derrière, il y a eu que des rivalités qui n'ont pas forcément été transcendantes, et cette rivalité là contre Dean Ambrose qui part un peu en cacahuète, hein, puisqu'ils n'arrivent pas à faire le gros match de pay-per-view qu'on attend d'eux alors qu'ils sont censés se connaître par cœur. On est là sur une drôle de période pour Seth Rollins, qui a peut-être pas les épaules assez solides pour être le top guy de la compagnie, comme j'ai l'impression qu'ils veulent. Dont ils aimeraient bien le faire, hein, parce que je pense qu'ils comptent un petit peu sur lui pour remplacer Roman Reigns, tant qu'on trouve pas une autre solution. C'est ça. Mais je suis pas sûr que ce soit la personne adéquate, parce que aussi bon qu'il soit dans le ring,
généralement, quand il fait des promos, c'est pas qu'il soit mauvais au micro, mais c'est qu'à chaque fois, on lui fait raconter des trucs assez ennuyeux. Il est toujours à nous raconter sa semaine, à nous dire tout ce qu'il a sur le cœur, sans laisser une part de mystère. Ouais. Et puis on voit que même dans un match très important, le booking il est à côté de la plaque. Et je pense pas que ce soit que la faute des bookers. Je pense qu'il a une part de responsabilité aussi dans l'histoire. Tout comme Dean Ambrose, qui aussi a passé des années à nous faire croire qu'il pouvait être le plus grand heel de la fédération. Au final, ça casse pas des briques non plus sa performance. Moi, je trouve qu'il est toujours un petit peu à surjouer. C'est pas toujours. C'est pas vraiment ce qu'on attend des mecs du Shield et des main eventers de la WWE. Donc là, je pense que leur place elle est un petit peu en péril pour les deux. Mais bon, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment bizarre cette manière de vouloir faire de Seth Rollins le porte-parole Ouais. des critiques d'internet. Ça, je suis pas sûr que c'est une bonne solution non plus. Non, c'est pas une bonne solution du tout. Voilà, mais bon, il y a toujours moyen d'avoir une seconde chance à la WWE. Et ils ont quand même beaucoup de talent, du moins du côté de Seth Rollins. Sur Dean Ambrose, je commence à me poser des questions. Je vois que toi, tu es plutôt convaincu. Mais Ouais, enfin en tout cas, écoute, le travail qu'il fait sur son personnage, je trouve, est plutôt bon. Après, voilà, et c'est évidemment pas le catcheur le plus fun et qui va te transcender un match, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le travail qu'il fait sur son personnage, ses promos, moi, me font dire qu'il peut être un heel tout à fait correct dans les mois à venir à Raw, quoi. Passer cette histoire avec Seth Rollins. Ouais. Donc, écoute, oui. Ok, bah écoute, on verra ce que On verra, l'avenir hein. nous réserve. Après, on sait que Dean Ambrose, il a toujours été un petit peu en dents de scie au niveau de ses performances et qu'il était rarement au rendez-vous quand c'était le bon moment. On se souvient de son règne à SmackDown qui n'était pas transcendant. Non. Ouais. Alors, la suite, avançons un peu. Drake Maverick, vous vous souvenez Drake Maverick, le manager de AOPP. Il vient réclamer un title shot pour son équipe, Shane McMahon. Il dit voilà, on s'est fait flouer la semaine dernière. C'est désormais Chad Gable et Bobby Roode les champions. C'est dégueulasse. Bon, Shane O'Mac il le prend pas vraiment au sérieux. Il dit, écoute, bon, on vous avait donné le titre sur un plateau au départ, donc vous n'allez pas pleurer maintenant. Maintenant, si vous voulez votre droit à un title shot, il va falloir le gagner et il organise un Fatal 4-Way avec tout ce que Raw compte d'équipe, donc The B-Team, Bo Dallas et Curtis Axel, The Revival et les Lucha House Party. Et donc on aura un Fatal 4-Way un peu plus tard dans l'émission. On va peut-être y aller tout de suite. Oui. Donc, victoire surprise de The Revival après un blind tag et un chatter machine sur Bo Dallas. Après un match qui était plutôt bien troussé, mais rien d'exceptionnel. Enfin, Non. peut-être que toi, tu as trouvé ça transcendant. Non, vraiment pas exceptionnel. Voilà, donc on avait parlé du Revival. Seth Rollins en avait parlé en disant qu'ils étaient sous-exploités. Ce soir, ils gagnent leur title shot. Et ce sera pour la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, l'épisode de Noël. Ok, j'avais pas fait gaffe. Bon. Il me semble. Ouais, continuons à balancer des matchs pour les titres sans histoire, allons-y. Ouais, bon, je m'avance peut-être un peu, mais il me semble que c'est ça. Non, mais il s'en serait tout à fait capable. Ouais. Voilà, qu'est-ce que t'es content de voir le Revival remonter en haut de l'affiche? Oui, enfin, oui et non, c'est-à-dire que pour moi, le mérite dans le catch, ça veut rien dire. C'est vraiment quelque chose qui m'est complètement abstrait. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui se passe à l'écran et ce qu'on nous raconte et ce qu'on décide de nous raconter. En l'occurrence, avec le Revival, on raconte rien depuis des semaines. Ouais. Donc moi, qui soit excellent dans le ring et probablement de très très bons workers et qu'ils aient mangé leur pain noir, c'est très bien. Mais bon, les voir du jour au lendemain challenger numéro 1, écoute, ok, ça va leur donner une opportunité justement de prouver qu'ils méritent finalement. Mais là, aujourd'hui, je suis pas spécialement enchanté. Pour la bonne et simple raison que voilà, il n'y a pas vraiment de rivalité, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de choses qui se passent dans la division tag team de SmackDown.
De SmackDown, de Raw, au contraire, parce que SmackDown, tout va bien. Par contre, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est que Shane McMahon a, d'une certaine manière, de façon presque quasi explicite, aboli la règle du rematch automatique pour les champions. Ce qui fait donc partie de cette révolution, de ce vent de fraîcheur. On shake things up, là, on vire les règles établies. Donc, AOP, ils n'ont pas leur rematch automatique. C'est terminé cette histoire-là. Alors, on va voir combien de temps ça dure, cette nouvelle règle, parce que c'est quand même. Il y a peut-être des moments où ce sera difficile quand même à tenir. C'est quelque chose qui est tellement ancré dans la tradition, on va dire, à la WWE que c'est compliqué. Mais bon, on verra pour ceux qui ont déjà vu SmackDown que, écoutez, manifestement, ils veulent peut-être faire quelque chose de ça. Toujours est-il que ça, c'était une info qui était, je trouve, assez intéressante et qui peut aider justement à peut-être mettre plus facilement quelque chose que la WWE a un peu de mal à faire, je trouve, de manière générale. Alors là, je dérive pas forcément sur les équipes, mais de manière générale, à mettre des points finaux un peu à ces rivalités. La WWE a un peu du mal, je trouve, de manière générale, à faire ça, à savoir quand est-ce qu'une rivalité doit s'arrêter, vraiment prendre des risques et mettre les couilles sur la table et donner une victoire décisive à quelqu'un et ne pas sans cesse faire des rematchs, tout le temps des rematchs. Donc, d'une certaine manière, je suis plutôt content de me dire que ça va peut-être devenir quelque chose, ça. Voilà, je dérive parce que sur les tag teams, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, c'était un peu la news. Ouais. Comme IRM, je te rejoins. Effectivement, c'est une modification subtile qui peut apporter pas mal de bénéfices au show, hein, puisque ça évitera d'avoir des Raw du lendemain qui seraient des redites de ce qui a déjà été fait. À voir combien de temps ils tiennent Oui, à voir. Ouais. Combien de temps ils tiennent cette règle. Maintenant, il faut que derrière cette rivalité entre Roode et Gable et The Revival, il y a quelque chose d'esprit de concret. Hein. Il y a moyen de faire des bonnes choses quand même avec tous ces gars-là. Oui. On espère qu'on est vraiment sur un nouveau départ. Ensuite, voilà, on a une succession de vidéos footage, hein, de packages vidéo. Je traduis de l'anglais par de l'anglais, c'est pas mal. Pour nous présenter un peu les prochains jobbers de Monday Night Raw, les prochaines stars les anciennes stars de NXT qui vont monter. Alors, on a le monstre, le freak, Lars Sullivan, hein, dont on oui, alors lui, on sait qu'il arrive depuis un moment. Voilà, hein, ça c'est pas nouveau. On a Lacey Evans, une catcheuse de NXT là, une blonde qui joue les Patriotes. C'est une heel, hein. Elle est méchante. Il y a la tag team Ivy Machinery avec Tucker Knight et Otis Tozovic qui sont deux gros bébés qui n'ont pas gagné de titre à NXT, mais c'est une équipe que ça fait un moment qui travaille ensemble. Plutôt fun. Otis, il a fait un gros match, je sais plus si c'était contre Ciampa ou contre Adam Cole, qui était vraiment très très bon à NXT. Il y a un gros potentiel derrière le gros Otis là, qui a un physique massif, hein, assez spectaculaire, mais qui est très vif dans le ring, très souple, il fait le ver de terre là, ça a moyen de mettre un peu le feu au public, ça peut être marrant. On a Nikki Cross qui va débarquer aussi. Donc Nikki Cross, c'était la dernière membre du clan Sanity. Elle est complètement tarée. Et on a Ici Free, le transfuge de la TNA, ancien rookie aussi d'NXT, hein, il avait participé à NXT quand c'était encore le télécrochet là. Sa vignette vidéo était assez incroyable. C'est ça, il a quitté NXT à un moment donné, il est parti donc un peu catché beaucoup à la TNA, à la Evolve aussi, chez les indépendants. Une grosse masse de muscles, il est revenu à NXT il n'y a pas longtemps. Il est très doué au micro, hein, Ici Free. C'est un peu le total package, hein, pour le coup. Est-ce que y en a que tu connais, est-ce qu'il y en a que t'attends, est-ce que tu les vois faire une grosse carrière écoute, non, enfin oui, je pense qu'il y en a en effet pas mal qui seront qui vont finir par être des jobbers assez rapidement. Mais de manière générale, il y a quelques montées qui moi me font plaisir. Heavy Machinery, c'est une équipe que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont le package entertainment nécessaire pour venir dans le main roster. Ils sont drôles, ils sont impressionnants. Ils sont charismatiques, donc ils sont probablement pas destinés à de grandes choses, mais c'est une équipe qui fera tout à fait le boulot, je pense, dans une mid-card, quel que soit le show où ils iraient.
Ils ont une vraie maîtrise en plus du comedy tag team wrestling. Donc c'est vrai que moi, j'aimerais bien les voir contre The Bar, contre le New Day à SmackDown, même si je pense quand même que Raw a peut-être plus besoin d'équipe. Donc je pense que ce sera pas forcément pour SmackDown, mais bon. Voilà, eux, je les aime bien. Bon, Nikki Cross, moi, j'aime beaucoup, même si elle a quand même marqué, enfin, genre, sa gimmick est quand même très estampillée NXT et pas Ouais. plus pour moi. Alors, c'est la crainte que j'ai avec Nikki Cross parce que c'est vrai que tout le monde la voit, enfin, tout le monde veut la voir crever l'écran plus haut, mais je pense elle a cette gimmick casse-gueule que d'autres avant elle ont eu et qui va peut-être pas forcément bien se retranscrire sur la transition avec le main roster. Néanmoins, si ça peut permettre à Sanity de peut-être de reprendre un peu du poil de la bête et puis de faire pourquoi pas quelques bons matchs aussi en solo dans la division féminine, pourquoi pas. Donc je me dis que elle est pas non plus une cause perdue. Bon, Lacey Evans, j'y vois vraiment rien d'intéressant. EC3, franchement, moi, j'ai pas connu son travail à la TNA et ce que j'ai vu pour l'instant me convainc pas. Donc bon, je me dis que ça peut peut-être faire un gars de mid-card correct parce qu'il a le physique, mais je sais pas, je suis pas transcendé par ce gars-là. Et puis bah après, écoute, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oui, bah si, bah Lars Sullivan. Là, par contre, lui, Lars Sullivan, s'ils font quelque chose de bien, bah, c'est comme tout. De toute façon, c'est comme tous les big men un peu athlétiques qui un peu monstres de foire comme ça. Si c'est bien géré, il peut tout casser, quoi. Mais bon, c'est à voir. C'est à double tranchant ce genre de profil aussi. Ouais. Il a le total package aussi pour la Ouais, WWE. Maintenant, ça peut être un Kane comme ça peut être un Snitsky, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est ça. c'est 50-50. On a c'est du 50-50. Bon. Ouais, moi je suis assez confiant avec Easy Free quand même. Hein. Je pense que. Ouais, écoute, C'est vrai franchement, qu'il là, a pour le coup, apparemment c'est il a plus, du mal je connais à. pas. Ouais, il a du mal à convaincre les aficionados de NXT parce il a un physique et un catch qui est vraiment pas calibré indie comme la plupart de ceux qui font rêver les fans de NXT, hein, comme l'Undisputed Era Ouais, ou c'est sûr. Ricochet. C'est moins. C'est vraiment un catcheur formé à la WWE de toute façon, donc il a un catch beaucoup plus old school. Mais bon, justement, comme il a le physique, comme il a le catch, je pense qu'il pourra s'intégrer assez facilement à la WWE. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à des grandes choses tout de suite pour tout cela. Hein. Il va Non. falloir qu'ils payent leur dû, hein, comme on dit. Payer leur dû un peu comme Bobby Lashley, qui se retrouve au milieu du ring. Ladies and gentlemen, hein, Bobby Lashley. Il prend la place de Elias ce soir. Il est toujours accompagné donc de Lio Rush, hein, qui fait un peu le discours. Donc ils nous font un pastiche d'Elias. Hein, il a là une guitare fracturée dans les mains, Elias. Mais au lieu de chanter, donc il va faire ses pauses plastiques, ses célèbres pauses plastiques. Et ils vont se moquer un petit peu de l'équipe de foot locale pour un peu de cheap hit. Et puis ensuite il va montrer son cul, hein, comme d'habitude, ce bon vieux Lashley. Et Ça fait toujours plaisir. ça fait toujours plaisir de voir le cul de Lashley. Et là-dessus, on annonce Elias, hein, la petite annonce habituelle de la speakerine. Et en fait, Elias se glisse dans le dos de Lashley et l'attaque à coups de guitare. Dans le dos, un coup de guitare qui fait pas trop mal à Lashley quand même, il se relève. Elias s'en va. Voilà, c'est la suite aussi de TLC où Elias avait gagné le match de l'échelle avec des crochets de guitare. Puis qui s'était fait passer à tabac par Lashley. Bon, là, il n'y a rien de neuf sous le soleil, hein, j'ai envie de dire. Non. Non, voilà, c'est ça. Rien de neuf sous le soleil. C'est la suite. C'est la suite de TLC. C'est la suite de TLC. Elias s'est fait tabasser. Cette fois, il vient lui rendre la monnaie de sa pièce. On continue. C'est ça. On verra s'ils arrivent à nous faire lever de nos sièges pour leur prochain match. C'est ça. Quand ils ont décidé la grande révolution, ils ne se sont pas dit que ce serait peut-être bien de mettre un terme à cette rivalité. Mais bon. Non, bah non. C'est là qu'on voit que c'est un peu beaucoup des effets d'annonce, tout ça. Hein. Ouais. Effet d'annonce, justement, le retour d'un favori des foules, Sami Zayn. Sami Zayn est bientôt de retour, on ne sait pas vraiment quand. T'es content de savoir que Sami Zayn revient? Ouais, très content. Oui, très content. En plus, vu son package vidéo, il ne change pas d'un iota et son personnage, moi,
je le trouvais très bien calibré, très bien adapté, il le maîtrisait bien, donc je suis content de le voir revenir comme ça. Donc oui, oui, forcément, c'est un catcheur que je suis content de voir revenir. Ouais. Kevin Owens aussi est annoncé plus tard dans l'émission. Et pareil, pareil. Alors ça contredit un petit peu les news qu'on a, parce qu'on nous disait qu'ils étaient encore en convalescence pendant un petit temps. Mais ben, il est temps qu'ils reviennent, parce qu'effectivement c'était un peu ce qui faisait le sel de l'émission. C'est ça. Bon, Kevin après, Owens et Returning Soon, ça Ouais. peut vouloir dire beaucoup à la WWE. Mais, Je pense que c'est aussi un effet d'annonce et qu'on ne les verra pas un bon mois. Mais ouais. voilà, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en recherche d'audimat. Donc ça mange pas de pain de nous rappeler que ces deux-là reviennent. Ils risquent d'ailleurs d'être tous les deux dans une bonne position, parce que les ratings se sont effondrés après leur départ. Donc généralement, quand c'est comme ça, Écoute, ouais. quand tu reviens, Kevin tu peux Owens dire... Show. Exactement. Bon, moi je pense que la chute des ratings, elle est beaucoup liée au départ de Roman Reigns et Oui, ça, puis je pense que c'est sûr. Ouais. la surdose de catch féminin Ah, à Raw. ça, Je suis pas on va sûr pouvoir que en parler. je suis pas sûr que le grand public est vraiment fasciné par le catch féminin Pas- à une ah telle ouais. dose. Faut peut-être pas en mettre 2 heures par show. Il y a de bon, il y a du talent et tout ça, mais Ouais. je pense pas que c'est ce que veut le public de Monday Night Raw toutes les semaines, quoi. Non, je pense pas. D'ailleurs, c'est ce qui va faire le main event, parce que je crois qu'on a fait le tour de tout. Et oui. C'est Ronda Rousey qui débarque. Donc elle nous rappelle un peu ses exploits de TLC. Elle a fait taper Nia Jax. Ensuite, elle nous explique un peu ce qu'est un champion. Tout ça sous les chants à la gloire de Becky Lynch. Donc elle nous explique que un champion, c'est ce qui peut ressortir de ce qui veut, comment elle tourne ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans l'humanité, Ouais, ce ouais, que c'est l'humanité a de de mieux à offrir. voilà, si on doit tourner concrètement. Elle décide de mettre en place une nouvelle tradition. Au lendemain de chaque défense de titre en pay-per-view, elle lancera un Open Challenge. D'ailleurs, ce serait bien que tous les champions le fassent, nous dit-elle. Alors, on a une vue dans les coulisses qui nous rappelle les plus belles heures d'ailleurs de la division féminine, où toutes les filles sont en train de piailler pour avoir leur leur title shot dans la Gorilla Position là. Ouais. Alors il y a Stéphanie qui gueule un grand coup et là ça suffit les poulettes là, vous me suivez. Elles arrivent sous le Titantron et Stéphanie nous explique que comme tout le monde veut participer, il y aura un gauntlet match ce soir de 8 personnes. La gagnante aura droit à un title shot la semaine prochaine contre Ronda Rousey. Et on démarre avec Alicia Fox et Bayley. Bayley se blesse un peu au genou pendant son affrontement contre Alicia Fox. Ah bon. Elle se mange un bon big boot de la part de Foxy, mais elle réussit à la coincer dans un crucifix roll-up. Donc Alicia Fox est éliminée. Ensuite c'est Dana Brooke qui débarque, qui se défend bien mais qui est piégée dans un Bayley to Bayley out of nowhere pour le compte de 3, donc elle est éliminée également. Ah putain, c'est vrai qu'il y a eu Dana Brooke aussi. Ouais, Dana Brooke était passée par là. Ouais. Ensuite c'est Mickie James qui est dans le ring après la pub. Donc elles sont en train de se foutre sur la gueule, toujours avec Bayley qui fait une belle performance mais qui se fait piéger dans un DDT. Après toute une séquence de contre et de contre-contre. Donc Bayley est éliminée. Mickie James doit ensuite affronter Ember Moon qu'elle cueille direct avec un dropkick au ras du sol là, quand Ember Moon essaie de monter dans le ring. Ça se bat bien. Elle est très en beauté Mickie James ce soir. Mais elle se fait cueillir par l'éclipse d'Ember Moon. Ensuite c'est Natalia qui vient. Elle réussit à placer un roll-up sur Ember qui est éliminée. Ensuite Ruby Riott débarque, donc elles ont encore de l'animosité entre les deux. Mais Ruby Riott est éliminée sur roll-up. Natalia continue son incroyable performance quand Sasha Banks arrive. Sasha Banks qui est en bonne position pour gagner puisqu'elle est fraîche. Mais elle se fait piéger dans le sharpshooter plusieurs fois et au final elle finit par abandonner. Et c'est la victoire de Natalia. Natalia qui console un petit peu Sasha Banks. Il y a Ronda Rousey qui débarque. On vient tout simplement féliciter Natalia.
Et donc ça se termine sur Natalia qui est un petit peu ovationnée par la foule. Ce sera donc la semaine prochaine, Ronda versus Natalia. On aura aussi Paul Heyman qui sera là la semaine prochaine, ainsi qu'un match Rollins contre Corbin. Sachant que l'émission de la semaine prochaine elle est enregistrée parce que c'est Noël. Donc toute la séquence féminine en fin de show, une bonne heure de gauntlet match, pardon. Est-ce que tu as été convaincu? Est-ce que j'ai été convaincu? Non. Non, j'ai pas, globalement non, parce que ça me fait chier de regarder un match d'une heure de catch féminin Il y avait des gros creux, hein. avec des gros creux. Moi, Bailey Alicia Fox, Bailey Dana Brooke, Mickey James Natalia, je sais plus. Enfin bref, tout ça, c'est des annonces qui me font clairement pas rêver. Donc non, ça m'a pas transcendé. Par contre, je trouve que voilà, écoute, ils ont fait un beau travail. On leur a beau demandé travail beaucoup, pour, hein, j'ai l'impression. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. on leur a demandé beaucoup. Ouais, on leur a peut-être. Franchement, ils avaient mis la barre très très haute avec ce match, je trouve. C'est super dur de faire un gauntlet match d'une heure comme ça et de garder la foule heure, impliquée en troisième heure, en main event. Enfin, bon, grosso modo, c'était une situation presque ingagnable, hein, pour elle, on va dire. Alors, il y avait des bonnes idées parce que voilà, je trouve que ce qu'ils font avec Natalia est pas mal. Ils l'ont fait partir un peu du milieu de show. Elle a enchaîné 3 victoires de suite à Babyface, un petit peu comme ce qu'elle a fait, à TLC. L'histoire qu'elle avait dans son match contre Ruby Riott était bonne. Il y a des bonnes idées. Son histoire de Babyface vétéran vaillante là, qui triomphe de l'adversité, ça marche. Il y a des bonnes intentions. Sa future rivalité contre Ronda Rousey peut être aussi très sympa et d'ailleurs très bénéfique pour Ronda. Donc dans l'ensemble, il y a des bonnes intentions, mais c'est un peu le même constat qu'à TLC, c'est-à-dire que voilà, l'enrobage est un peu long, est un peu et peu inspiré quand même, je trouve. Donc ça nous donne un truc qui est quand même assez indigeste. Moi j'ai trouvé, voilà, j'ai pas envie de voir une heure de ça. Donc voilà, je reste quand même assez positif sur l'idée qu'ils avaient derrière, parce que je trouve que, écoute, un gauntlet match, c'est toujours assez efficace pour booker un challenger, babyface qui plus est, avant un match pour le titre, rebooker quelqu'un, parce que franchement, là, Natalia, elle enchaîne une victoire un peu pay-per-view à quasiment 1 contre 3, et derrière, une belle prestation de 20-25 grosses minutes en gauntlet match pour aller affronter Ronda. Elle est bien, tu vois, genre, elle arrive, elle est bien, elle a du momentum, donc ça, c'est cool. Pour une fois, c'était un travail dans la durée pour la construire, pour qu'elle soit crédible face à Ronda. Hein. Donc ça, on va dire que ça fait plaisir, tu vois. C'est pas juste, pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé plus tôt dans l'émission, c'est pas un Fatal 4-Way avec 4 équipes, on met tout dans un mixeur, on secoue et puis on voit celle qui sort et puis hop, ça va nous faire un title match pour la semaine suivante. Là, il y a une construction sur la durée, il y a une histoire, il y a Babyface qui a gratté, qui a gravi petit à petit les échelons pour en arriver là. Donc ça fonctionne pas trop mal. Mais finalement, ça met aussi un petit peu en lumière les limites de la division féminine à Raw voilà, dans un match comme ça, tu mets un petit peu en scène quand même les faiblesses d'une division qui est pas forcément super emballante, même si je comprends qu'ils aient voulu aussi éviter certains croisements parce que voilà, si on a eu une succession de matchs chiants aussi pendant le Gauntlet, c'est pas non plus innocent, c'est parce que ils ont peut-être pas envie de faire Sasha Banks contre Ember Moon ou d'autres combinaisons qui auraient été un petit peu plus fun, parce que là c'est la première qui me vient, mais voilà, tu sens quand même que les potentiels bons matchs se sont bien évités. Mais bon, forcément c'est pas innocent, quoi. Donc bon, voilà, ça donne bon an mal an, ça donne un spectacle assez mou du genou, mais qui sert une histoire qui est quand même assez efficace. Ouais, on a réussi à construire le personnage de Natalia sur la durée, donc c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir, hein, au final, parce que je pense pas qu'on va s'enthousiasmer pour un Natalia Ronda. Voilà, un gros challenge pour les filles qui a encore été plutôt bien relevé, mais bon, je suis pas sûr que c'est avec ça qu'on va relancer les ratings, hein, clairement. Voilà.
voilà, Je ne pense pas non c'est plus. tout ce qu'on peut dire de ce Monday Nitro. C'est l'heure du top et du flop. Et de la note, ce qu'on appelle le mot de la fin, communément. Écoute, C'est ça. nous Eh t'écoutons. ben, c'est parti. Alors, écoute, je vais quand même donner un 3 sur 5 cette semaine, un 3 d'encouragement Hmm. à ce Raw que, bon, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, on va pas se mentir, hein. Il y a pas mal d'enfumage avec cette autorité nouvelle version. Nous sommes les bookers et tout. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, hein, très peu de choses ont changé à part quelques paquets de vidéos pour annoncer des montées Ouais. pas forcément très excitantes. Très peu de choses ont changé à Raw. Mais bon, ça s'est plutôt bien goupillé dans l'après TLC. Les histoires s'enchaînent. On a quelques nouveaux challengers. Il y avait des bons matchs. Donc voilà, bon, un petit 3 d'encouragement. Mon flop, je vais l'évacuer tout de suite. On en a parlé. Je vais le donner à Seth Rollins qui m'agace un petit peu en ce moment. Paf. Et voilà. Et Burn it down. ouais, sa promo était pas bonne et aussi bien dans la façon qu'il avait de la faire que de ce qu'on lui faisait raconter. Je suis très perplexe sur son positionnement. Hmm. Et mon top, écoute, mon top, je pense que je vais le donner. Je vais le donner à qui mon top? Eh ben, ça va peut-être être un top un peu amusant, mais je pense que je vais le donner à Baron Corbin, mon top, parce que, écoute, je trouve que voilà, cet angle qui était un peu rediff de TLC, et ben, il a bien fonctionné et la réaction qu'il a réussi à susciter du public, je trouve, prouve ou valide en tout cas, qu'il fait quand même pas un si mauvais boulot que ça depuis quelques semaines pour se faire détester et polariser un petit peu l'attention. Hmm. Donc, écoute, bravo à lui. Il s'est bien fait botter le cul. Il va encore se faire bien botter le cul, mais il se fait bien botter le cul. Ouais, voilà, Ouais, il les prend bien ces bottages de cul. c'est Donc, ça. c'est bien. Voilà, c'est comment on appelle ça, le pigeon de l'histoire, enfin l'homme de Ouais, paille ou le voilà, c'est lui qui va c'est prendre ça, le exactement. paratonnerre. Allez, le Ouais, paratonnerre, le c'est lui paratonnerre. Mais il en faut et il en faut des bons. ouais, et ouais, il a fait le job. Écoute, qu'est-ce que je pourrais mettre en top? Je vais donner le top à Vince McMahon, hein. Je pourrais aussi le donner au Baron, mais je vais le donner au patron. Ça fait toujours plaisir de le voir venir mouiller le maillot un petit peu quand on est en difficulté. Le flop, le flop. Seth Rollins quand même, hein. Je vais donner à Dean Compliqué, hein. Ambrose, tiens. Je vais le donner à Dean Ambrose parce Ah, que ok. il arrive pas à me convaincre en heel et c'est à lui de faire le taf là et c'est à lui d'être beaucoup plus fun toutes les semaines et dans ses matchs de pay-per-view. Donc il va se manger le flop de cette semaine. Paf. Et ouais, allez, je vais donner 2,75. Là, un petit peu moins que 3, un petit peu plus que la moyenne. Euh, voilà, de toute façon, on peut pas y avoir de miracle. On est content qu'ils nous disent qu'ils vont un peu changer les choses pour qu'on soit plus satisfait du produit fini, mais c'est sûr qu'en une soirée, ils n'allaient pas Non, ils peuvent pas non pouvoir plus. tout modifier, hein. Il y a des impératifs qui sont ce qu'ils sont. Je veux dire, tu as le roster que tu as, hein, donc tu peux pas inventer des trucs non plus phénoménaux, parce qu'on dit aussi souvent qu'il y a le meilleur roster de l'histoire, etc., etc. Mais Oui. quand Non, tu et as puis bon, il y a des histoires en cours, il y a des voilà. échéances, il y a le Royal Rumble qui arrive et tout. Enfin, tu peux pas non plus d'un seul coup Mais tout bouleverser, quoi. c'est ça, mais je suis pas sûr qu'un roster où tu as Bobby Roode, Bobby Lashley, Apollo Crews, Natalia, je sais pas, le Riot Squad, c'est vraiment le meilleur roster de l'histoire, hein. Je pense qu'ils Bah, partent quand même à un handicap avec les gens qu'ils ont actuellement. Mais écoute, en tout cas, Arrow, sans doute. Oui. ouais, c'est plutôt irréprochable du côté de SmackDown, hein, au niveau de ce que vous avez dans le roster. Il n'y a pas grand chose à Oui. redire, hein, que ce soit d'un côté comme de J'invite, l'autre. j'invite tous nos auditeurs à se jeter sur l'épisode d'hier soir, parce que c'était, C'est il ça. y a, il y a des- il y a- il y a de belles choses. Ouais, mais ça n'empêche pas SmackDown de couler aussi dans les Oui, ratings, hein. Au final, la qualité, c'est toujours relatif, hein, comme on dit. c'est ça. Donc voilà, je pense que le problème il est autre part et qu'il faudra autre chose que des effets d'annonce pour pouvoir relancer la machine, Hmm. même si on est loin. Hein, ils font aussi des effets d'annonce comme ça
pour surfer un peu sur la vague des réseaux sociaux, mais je suis pas sûr que l'émission soit vraiment en danger. Hein. Non. Même s'il y a eu quand même une belle chute hein, des ratings, ça reste quand même une des plus grosses audiences de la télé. Hein. Donc voilà, 2,75 pour ce show. Bah, on espère qu'on va continuer donc, dans une route de révolution constante là, à Monday Night Raw. Donc on va avoir de nouvelles choses la semaine prochaine. Et un Finn Balor en top guy de la promotion. Bah voilà. Giscal, merci beaucoup d'être venu. Ah bah, merci de m'avoir accueilli pour ce show rouge de la Révolution. Je t'en prie, c'est toujours avec plaisir. Bah, je pense qu'on te retrouvera peut-être pour le show bleu. Tu travailles beaucoup toi en ce moment. Hein. Ouais, là, il y a des grosses semaines. Hein. Là, je me donne à fond avant les fêtes pour prendre un repos bien mérité ensuite. Mais ouais, en effet. Ouais. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc le supplément SmackDown qui arrive. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine, nous, pour la suite de nos aventures. Pardon. Merci de nous avoir écoutés. On vous fait des bisous. Passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde.